Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 58e épisode de Tsi, le podcast francophone de saut à ski et de combiné nordique, avec Romain qui revient tout droit des États-Unis. Oui, salut Heureux. Will. Ouais, je suis en plein jet lag là. Et t'as vu Le jet lag de la loterie. les pauvres sauteurs, ils enchaînent avec Sapporo. Ils vont avoir quelques heures de sommeil à rattraper en atterrissant. Ouais, c'est vrai que là on est sur la période de l'année où on part à l'étranger Où, et le- du coup où la Coupe on du était en Monde Amérique, est une Coupe du Monde. c'est ça. On était en Amérique donc à Lake Placid, un tremplin qu'on a redécouvert l'année dernière, aussi appelé la Petite Pologne. C'était donc la dernière étape de la tournée polonaise. Ouais, c'est magnifique, hein, franchement. C'est une vraie redécouverte. On s'était extasié l'année dernière. Je pense que esthétiquement, ce tremplin, il est incroyable. Le profil aussi est cool, hein, je trouve. Le profil de vol, on avait l'impression que les sauteurs, ils volaient, ils passaient pour certains très très bas au niveau de la bosse et ils volaient. Donc, en termes de spectateurs, je trouve que c'était aussi très intéressant pour cet aspect-là, parce que c'est toujours agréable de voir des voleurs voler. Après, on peut se poser la question des conditions météo et de la présence ou non d'un filet, parce que franchement, quand le tremplin il est en haut d'une colline, un peu comme à l'Arty, un peu comme à Ruka, ces tremplins artificiels au teppé aussi en combiné, euh, dès qu'il y a un peu de vent en haut, ça bouge beaucoup les sauteurs. Alors au niveau de ce fameux coefficient de loterie, donc sur le samedi, on a atteint la note de 8,7. C'est donc, selon nos calculs, le deuxième concours le plus venteux derrière Willingen la semaine dernière, dont on a largement parlé. Donc on reviendra sur le concours de samedi. Et le concours de dimanche, lui, avec un taux de loterie à 5,1, est plutôt dans la stabilité. On est dans les moyennes basses qu'on a eu à Ruka ou le premier concours d'Engelberg ou à Lillehammer. Donc tu vois, le dimanche, ça s'est pas reflété en tout cas dans le changement de place entre les deux manches. Oui, donc je suis d'accord. Ça se voyait, même s'il y avait quand même des petites périodes, mais un peu comme tous les week-ends, hein. Une petite période où quand il y en a trois, quatre qui font 10 mètres de moins, c'est pas le premier, tu dis ouais, il s'est raté. Le deuxième, tu dis oh, il s'est raté. Le troisième, tu dis bon bah c'est les conditions. Mais oui, oui, non, c'était plus stable. D'ailleurs, on s'est aussi, enfin, c'était un peu plus de vent d'eau et je trouve que esthétiquement, c'était moins beau dimanche. On avait moins ce côté sauteur qui est à ras et qui vole pendant très longtemps. Mais au moins, c'était une compétition plus stable. Oui. Donc si on reprend dans l'ordre, donc on a commencé vendredi avec une qualif remportée par Lovrokos, auteur d'un saut à 126 mètres. C'est pas lui qui allait le plus loin, c'est Michel Ebok qui est parti d'une plateforme en dessous. Alors pourquoi Lovrokos a gagné, du coup vous allez me dire? Eh ben parce que il a eu beaucoup de vent d'eau et donc il a été très compensé. Et donc a doublé Ebok qui malgré cela est allé plus loin. Alors Ebok aussi a pas posé, pas bien posé. Donc Ebok aurait dû pour moi gagner la qualif. Et troisième, un surprenant Danny Huber. Ouais, moi, j'ai pas rien à rajouter. Il en a rajouté sur la qualif. De toute façon, c'était une qualif à 51. Et le pauvre Dekerdine n'est pas passé. On passe donc au samedi où là, coup de tonnerre sur la Coupe du Monde. Après la première manche, on avait notamment un Clemens Egner en deuxième position et un Stefan Kraft en tête. Deux Autrichiens prêts à un doublé. Oui, alors Kraft en tête, bon bah c'était logique. On voyait qu'il était fort depuis le début du week-end. Egner, ça faisait un peu penser à un petit air de Alto et Schnitzol le week-end d'avant. Donc on l'avait déjà dit, quand c'est des noms comme ça qui sont en tête, c'est que les conditions sont étranges. Et ben, ni l'un ni l'autre n'a bien figuré en manche finale, parce que alors, ils ont été envoyés
certainement dans des conditions catastrophiques parce que Clemens Segner il fait le 29e saut de la deuxième manche et Stefan Kraft le Mm. 30e saut, il prend aucune hauteur, il est même déstabilisé et puis bah il sombre au classement, mais il pouvait rien faire. Certainement un sauteur aussi stable que lui, le saut qu'il a fait, c'est que c'est les conditions, on peut pas l'impliquer, on peut pas dire que c'est de sa faute, quoi. Alors, ce qui est surprenant, c'est que quand tu regardes la compensation de Stefan Kraft et de Egner, elle est plus élevée que la moyenne, mais c'est pas la pire de la manche. Et t'as un mec comme Fettner qui a eu 9,4 de Vando qui a fait mieux. Donc c'est là où on voit qu'avec Plessis, la compensation ne veut pas du tout dire les conditions de saut que tu peux avoir en vol. À la table surtout, là, à la table, si ça permet pas de voler, de prendre une impulsion, après, tu peux avoir 2 mètres de vent de face au point K, ils ont jamais vu le point K. Et donc, Donc, comme tu dis, hein, Stefan Kraft 104 mètres, Clément Segner 108,5. Et donc, bah, on se dit, bah, c'est bon, c'est le gars qui était troisième de la première manche, donc Kobayashi, qui devrait gagner. Mais non! Alors lui, il a pas dégringolé autant, mais il fait que le neuvième saut de la deuxième manche, et donc il termine deuxième. Euh, pour la, celui qui a terminé troisième, ouais, vas-y. pour la 7e fois sur les 10 dernières épreuves. Voilà, le Ligashi. Mm. Et c'est Marius Lindvik qui est revenu de l'arrière, qui avait fait que la 12e place au premier saut, qui a eu lui beaucoup de vent de face, qui a dû beaucoup l'aider puisqu'il a été compensé à moins 6,6. Il fait 133 mètres, donc un super saut de Marius. Hein, c'est probablement, je dirais je crois que c'est le deuxième saut le plus loin de l'ensemble des sauts du week-end. Donc on a retrouvé un Marius volant. Ouais, bah, Euh, et là, le Swaski, tu vois, le deuxième, il a 122 mètres en manche finale, le quatrième, il a 123 mètres 50, et lui, au milieu, il a 133 mètres. Donc bon, ouais, c'était une loterie, il a profité des conditions, c'est son deuxième podium de la saison après Engelberg. Écoute, tant mieux pour lui, hein. Et donc, celui qui a gagné, alors je pense que ça arrive très rarement, il n'a pas été dans le top 5 ni du premier saut ni du deuxième saut, mais bah, à cause du fait qu'on a eu donc des gros changements entre les sauts, c'est donc Lovrokos qui avait gagné la qualif. Donc finalement, moi j'étais content quand même, hein, parce que c'est mérité pour l'ensemble de son œuvre. Oui, et puis il a fait 4 fois quatrième plus tôt dans la saison. Il était à Willingen, il était très bon aussi aux entraînements, et sur les qualifs, et puis ça a jamais marché en épreuve. Donc il est en forme, Lovrokos. Là, il y a aucun doute là-dessus. Sportivement, il est en forme. Bon, c'est vrai que un vainqueur qui fait, enfin, on regarde, hein, nous, pour préparer le podcast, on épluche les résultats tous les week-ends, on fait des tableaux. Un vainqueur qui fait 6 et 6 de chaque manche, moi, j'ai pas ça en tête, hein. C'est clair, au cours des 2 dernières saisons, c'est sûr. C'est sûr que non. Bah, écoute, oui, voilà, je pense que c'est une victoire qui fait plaisir. C'est un peu comme proportion gardée, Forfang le week-end d'avant. C'était clairement pas une épreuve équitable, mais c'est un vainqueur qui fait Oui. plaisir à tout le monde, en fait. Voilà, à noter bah, du coup Danny Huber qui a aussi réédité une bonne performance sur le deuxième saut. Il monte de la 18e place à la 5e en remportant le deuxième saut avec 129 mètres, qui lui a eu du vent d'eau. On a Schnichtul, c'est moi qui le dis cette fois-ci, qui fait le troisième saut de la deuxième manche et qui remonte de la 22e à la 6e place. Donc là, on les voit, hein, les ascenseurs, ils se sont croisés, quoi. Oui, c'est ça, c'est C'était assez amusant. C'était assez amusant à regarder. Il y a eu Insam aussi, 23e et 4e saut de la deuxième manche. Bon, je, ouais. sur ça, Raimund aussi qui s'énerve même en première manche, la 27e, et qui fait un très bon saut en manche finale. On a vu, c'est clair, ce week-end, des choses qu'on voit rarement. On a des sauteurs qui s'énervent. Tchofénik qui fait pas le télémarque au point K, qui pose les bras ballants là, il s'est fait démonter par les commentateurs et les consultants, peut-être aussi par son entraîneur, parce que en plus Tchofénik, moi je pensais pas du genre un peu impulsif comme ça. Je trouve que il a une personnalité Alors, plutôt positive, et c'est vrai que là c'était vraiment un peu, ça me fait penser à Domaine quoi, qui est capable de se poser comme ça les bras ballants, genre ouais c'est bon, on remballe, on rentre à la maison. non, mais là, ou Kito Sao, là, ça, c'est les mecs. Mais ouais, le sauteur de Achomitz Zaromsk,
c'est le nom de son club. Alors là, toi qui te balades un peu, si tu me trouves où est le club de Daniel Tchefening, mais alors je sais pas du tout quel tremplin c'est, quoi. Donc Bah, à chercher. c'est en Autriche. Euh, c'est en Autriche. Raimundo reviendra parce que j'ai quelques mots à lui dire. Mais globalement, belle performance de Félix Hoffmann, 11e. Oui, Toujours, bah après ça. c'est peut-être son meilleur classement ever. Oui, bah Je sais après, pas. voilà, hein, dans les loteries, il y a des vainqueurs, il y a des perdants. Faut regarder sur le week-end. Si s'il est dans les 30 le lendemain, bah, c'est que c'était un bon week-end pour lui. Sinon, c'est que oui, il est 27e le lendemain, donc c'est pas mal parce qu'il vient de la Bon Coupe week. continentale, donc on valide Hoffman. On valide Hoffman du SV Gold Lauter. On ne sait pas non plus. Un jour, on fera un podcast seulement sur les clubs pour voir où ils sont. Ne me tente Donc pas. voilà pour le samedi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le samedi? Bah, il y Il y avait le avait quand super même team. Stéphane Laie qui va passer. Oui, alors on va faire le super team, mais sur l'individuel, Laie qui n'est pas passé en deuxième manche, Zeich, Paschke, non, Paschke c'était le dimanche. Il est où Eh Paschke? ben, à Komitz, à Komitz, c'est pas très loin de Villars. Et c'est très très près de Planitza, du coup. Et de Tarvisio, là, ce coin, là, ce point triple entre l'Autriche, l'Italie et la Oui, Slovénie. Bah, il ils y a un sont très tremplin luxiques. à Chomitz, là, qui a l'air, aller, visuellement, je dirais, dans les 50 mètres. Et puis, je pense D'accord. qu'il Donc il a s'entraîne à, commencé là, on va dire. voilà, je pense qu'il était très très vite à Villars, c'est à 10 kilomètres, quoi. Le pauvre, c'est jamais à la Coupe du Monde. Il a vraiment pas de bol, quoi. On Ah, se il tapera a, Asnov et si, Zurich, mais attends, pas ça Villars. veut dire qu'il a mangé du Thomas Morgenstern toute son enfance, Ah bah oui. la star locale, donc je pense qu'il était influencé, jusqu'au point de Donc finir Daniel avec Tchefening, le casque ailé comme son idole. On lui invente une vie. c'est ça. En tout cas, il a posé pieds joints. Donc voilà pour le samedi matin, puisque on a eu deux épreuves le même jour. Pourquoi pas? Et donc un super team. Donc tu peux rappeler le super team pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Deux Euh, sauteurs par nation, trois manches par sauteur. Enfin, oui, trois sauts par sauteur. À la fin de la première manche, on garde les 12 meilleures équipes. Alors là, elles étaient 13 engagées. Et à la T'as fin, oublié un truc. On fait 20 minutes de pause. on fait 20 minutes de pause. Donc, bah, moi, je m'endors. Et C'est ça. je regarde le lendemain. Et, Oui, donc, parce oui. qu'en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que du coup, avec le décalage, ça commençait à 23 heures. Bon, j'avoue, moi, j'ai même pas Et du coup, on essayé, a mais bien j'avais initié le des saut. circonstances atténuantes. À Et 23, j'ai regardé deux sauts. voilà. Mais tu vois, je pense qu'il y a des raisons logiques. Faut qu'ils aient le temps de remonter en haut des tremplins, mais c'est vrai que deux manches, enfin deux pauses pour un format qui se veut dynamique, parce qu'en plus c'est vrai que ça enchaîne, c'est sympa. Et après Ouais, moi, j'aime bien. l'autre but de ce format, c'est de permettre à des petites nations qui n'ont pas la densité de quatre sauteurs de bien performer. Et c'est vrai que là, ça a magnifiquement bien marché parce que c'est l'Autriche qui gagne devant l'Allemagne et la Norvège, vraiment des toutes petites nations, quoi. Ouais, mais attention, parce que l'Italie était pendant très longtemps quatrième, sachant qu'ils avaient mis quatre mecs, c'est-à-dire Kampreger et Tchekon en plus, ils passaient pas le cut, hein. Non, Non, moi, je non, trouve que c'est pas. Franchement, je sais, déjà, c'était ultra serré. Ah non, moi, j'ai vraiment adoré. Franchement, je préfère largement ça à un team event classique. C'est mieux. Carrément mieux. il y a du plus et du moins. L'un et l'autre, c'est bien. Comme cette année, je trouve, c'est bien. Non, c'était sympa de voir l'Italie, mais tu vois, au final, l'Autriche, ils auront toujours deux top sauteurs. L'Allemagne, ils auront toujours deux top sauteurs. Ça va pas changer les équilibres. Là, la Slovénie était moins forte, mais on se souvient que à, à Wisla, c'était eux qui étaient un peu on fire. Non, non, moi Mm. j'aime bien aussi le format. Je fais un peu mon air blasé volontairement, mais ça change pas non plus globalement les équilibres. Ça peut permettre au Japon d'être un peu plus haut que d'habitude. L'Italie, voilà, de faire un one shot, c'est le meilleur classement d'une épreuve d'une équipe italienne dans un par équipe. Mais c'est vrai qu'on peut pas comparer avec une équipe de 4. La Pologne qui est en difficulté en ce moment, bah, elle est toujours en difficulté, que ce soit en team ou en super team. C'est une épreuve de plus, un format sympa. C'est vrai que ça faisait une longue journée pour les sauteurs. Là, ils étaient à 9 heures. Même avec le saut d'essai, ils étaient Mm. certainement à. Il y a eu un Finlandais qui a tweeté, enfin, ou qui a mis sur Instagram une photo, genre à Lake Placid, genre 7h30 du matin. Et il a dit, nous, on n'est pas, c'est du combiné nordique ou quoi?
Parce que on sait que le combiné Oui, nordique est souvent des horaires très matinaux dans le programme. Un peu ironique, je crois que c'était Nussiainen. bah, du coup, Nussinainen, il a sauté puisqu'il était... non, c'est pas lui qui a été pris. Mais alors, par contre, très serré, puisque seulement 2/10 de points entre l'Autriche et l'Allemagne, sachant que la Norvège était en tête Oui, c'est vrai. après les deux premiers sauts, Mm. Et que Forfang a que l'autre... moins bien réussi, que Wellinger a fait un très joli saut, mais que Kraft a fait le job. Et quand même, Kraft, il est solide, hein, parce qu'il se fait quand même, enfin, sur l'épreuve individuelle, en plus de rater, on va dire, sportivement le saut, il se fait quand même peur, hein, il est déstabilisé. Et là, quelques heures plus tard, Super Team, il gagne 2 fois son groupe, il fait une fois troisième, il est clairement fort, hein. Alors, autant, ce que j'ai regardé, c'est il gagne son groupe, mais j'ai regardé qu'il gagne aussi l'autre groupe. Ouais, c'était le meilleur sauteur Parce qu'en du. fait, ce qu'on voit, voilà, meilleur. Donc, sur le premier saut, c'est Kraft devant Kobayashi Forfang. Deuxième saut, Kraft devant Kobayashi Ebok. Et troisième saut, Wellinger devant Deschwanden Raymond. Voilà. Bon, là, il y a peut-être eu un peu aussi de conditions qui sont entrées en jeu. Après, Bon, c'est vrai pourquoi pas, que moi, hein. ce que j'aimerais bien voir dans un futur proche, c'est un super team, un week-end où il y a l'équipe de France, parce que pour le coup, à deux, ça peut jouer, tu vois. Attends, il se qualifierait pas, hein. Non, mais bah, si, déjà passé le cut des 12, donc 2 sauts de plus Mais pour là, les. ils étaient 11. Ah, s'ils sont 12. Bah, s'il y a Putain, tu 13 veux équipes, 13 par exemple, équipes? bah, c'est déjà arrivé, je crois Les Kazakhs. t'as les Les Kazakhs, Kazakhs. tu peux avoir, ouais, voilà. On peut avoir beaucoup, beaucoup plus d'équipes, hein. Mais oui, avec Foubert et Chervet, Les déjà, il Tchèques, faut battre la Roumanie. Il y a les Tchèques, ah oui, il y a les il pourrait Tchèques. y avoir les Il y Tchèques avait le Canada à ponctuellement. une époque, mais il n'y a plus de sauteurs canadiens. Voilà, non, mais tu vois, il y a de quoi Euh, faire. pourquoi pas? Non, Il y a de quoi faire, mais il y a de ouais, quoi faire. bah, pourquoi pas. En tout cas, oui, Donc, c'était. Super Team Event gagné par Kraft et Bock devant les Allemands qui, du coup, l'ont bien sévèrement mal et Lindvik qui a bouffé la soupe de Forfang parce que c'était sa faute. Et donc, on passe à dimanche. Donc, moins de Et vent justement, dimanche. Oui, je trouve que, excuse-moi, mais c'était un bon. Finalement, c'était quand même plus stable un samedi après-midi que samedi matin. oui. Et Raimund était retenu. Et il a eu un rôle à jouer dimanche. Kraft était à nouveau bon sur enfin, finalement, les bons du super team, on les a retrouvés dimanche. Voilà, c'était pour te lancer. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on a mal démarré dimanche parce qu'il y avait une qualif de prévu qui a été annulée. Alors, je sais même pas s'ils ont commencé à sauter ou Non, s'ils ont annulé en direct. fait, dès jeudi, comme ils étaient 50, qu'ils leur Ah, ont fait faire 6 sauts samedi avec 2 ok. compètes, plus ça, là, c'était décidé en amont, c'était pas les conditions qu'il y aurait, et qui en plus c'était que 50, qu'il y aurait pas de Bah, qualif en pour fait, oui, il y a les. un gars qui s'est pas présenté. Alors, qui n'a pas sauté? Qui est le vilain petit canard? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était organisé, on va dire. Et c'est vrai qu'ils étaient pas nombreux. On peut regretter, ça a été dit à l'antenne, qu'il manquait les meilleurs États-Uniens à domicile, s'ils sont encore juniors. Oui. Euh, Mais à part ça, les grands noms de la discipline étaient là. Il y a juste Earl qui était absent, un peu malade, et puis c'est vrai qu'on voyait ses performances un peu baisser ces dernières semaines. Peter Preutz qui a fait sa Et grosse Michel. annonce dont on a déjà parlé, mais qui du coup est resté à la maison. Mais sinon, le comment dire, tout le monde était là. C'est Schulberg qui a pas sauté. Tu le sauras. Et ben voilà, Tu l'avais pas un de remarqué? plus qui a été cité dans le podcast cette année. Tu l'avais pas remarqué qu'il était absent dimanche? Euh, ça n'avait pas, ça n'avait pas sauté aussi. Alors, donc, dimanche, une compétition où là, Stéphane Kraft, une nouvelle fois, gagne la première manche. On a eu pour lui du vent de face. Kos, qui avait gagné le samedi, est deuxième de la première manche avec du vent de face. Et Piotr Joua, alors là, tout de suite, on a cru au podium polonais. On l'avait déjà cru avec Schmischkul. Là, j'ai cru que Joua, il le faisait. Alors, je vais peut-être me faire appeler cynique, mais moi je me disais que plutôt que c'était une surperformance et je m'attendais à le voir plus rétrogradé que ça. Et au final, il fait une bonne compétition d'ensemble, il fait quatrième. Et non, pour le coup, c'est une bonne compétition. Tu te souviens que c'était ton dégueulasse de Willingen, hein. C'était lui. Donc il s'est bien repris. Mais c'est vrai que globalement, Joua. Alors,
J'ai un peu revu ma façon de faire le classement de tous les sauts, parce que j'ai vu que ça ne t'avait pas plu la dernière fois. J'ai donc pondéré les sauts en fonction de leur importance. Ah, Je mets un quand c'est du training et 4 quand c'est une deuxième manche, en me disant que le mec se motive, tu vois. Bon, voilà, donc je t'ai fait ça. Et Joua termine 13e de ce classement. Et donc en effet, il a surperformé. ouais. Et c'était ça. Alors, première manche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième manche? On a tout de suite un Piotr Joua qui se présente et qui a fait 123 mètres et il se fait passer par Philippe Raymond qui fait le saut du week-end. Franchement, il est magnifique son saut. Tellement de hauteur. T'as vu, et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux voient que je m'amuse à superposer des photos de sauteurs en ce moment, qui ont des Ouais. différences de hauteur, notamment les frères Rettenegger en combiné. Mais là, si on pourrait superposer Raymond, il est 2 étages au-dessus de Kraft, hein, par exemple, au-dessus de la bosse. Donc, Alors, ce que c'était, je te propose, c'est que demain, sur Instagram, sur le site, tu nous postes le Raymond mm, pour les gens qui n'ont pas vu Raymond descendre de 4 étages. mm, mm. Ça peut être sympa. Allez, Si tu trouves Raymond, au pire, je te je vais l'envoie. chercher Philippe, l'expressif Philippe Raymond quand il est content ou pas content. D'ailleurs, t'as dit que t'avais quelque chose à dire. Mais c'est là où Raymond, il termine, on verra, à 3 points de la victoire et il a laissé 8 points de style Ah oui, sur ce saut stratosphérique. il se pose Il devait 7 gagner. mètres au-delà du HS, donc c'est normal. Ah oui, mais je suis désolé, il devait gagner. Mais c'est la cruauté du saut à ski. Genre, quand t'es trop fort, que tu vas trop loin, tu te fais pénaliser. C'est quand même un sport bizarre, hein. Non, mais surtout qu'il a sauté de la 26 et que du coup, après, ils l'ont baissé. Ouais, bah oui, non, mais Donc je pense que Raymond a été volé. Et je l'annonce devant témoin qu'il a été volé d'une victoire ce dimanche. après, sa Volé par surperformance, c'est clair Kraft. qu'il pouvait pas poser de télémarque et que Ouais, bah, il lui manque pas grand-chose, d'autant il est pas égalité. deuxième tout seul. Non. Il est avec. Alors c'est Lovrokos qui du coup a maintenu son niveau comme le samedi, stable. Euh, Kos, il a été quand même, à part sur le team event, plutôt stable en compète en tout cas. Ouais, ouais, non, Il très n'a bien. pas fait de trou quoi. Bah, il avait déjà fait le podium, mais là, du coup, il confirme. C'est un week-end à 180 points. C'est assez énorme. Et d'ailleurs, ça le replace dans le top 10 de la Coupe du Monde, alors qu'il manque les 2 premiers week-ends. Ça fait partie des gros sauteurs du moment. Ouais. Et donc c'est Stéphane Kraft qui remporte cette compétition donc en battant Raymond Ekos de 3 points, virgule 2, avec 2 fois sur le podium des sauts. Il a fait le troisième saut de la deuxième manche. Donc bon, ils ont tous eu du vent de face. Je dirais qu'il y a, j'ai pas trop d'histoire de conditions là sur le top 3. Raymond en a un peu moins eu que les autres. Ah, franchement, son saut il est monstrueux à 135. Il a Et, même et- pas les meilleures et c'est conditions. surtout après 50 mètres, il est 2-3 mètres plus haut. Donc, il y a quand même eu un truc. Mais bon, c'est comme ça. Et il faisait partie des hommes en forme. S'il était dans le super team allemand, c'est qu'il était dans les 2 meilleurs allemands du moment. Et il performe très très bien dans le super team. Donc, non, dans les sauteurs du Et bah week-end, du coup dans mon nouveau classement pondéré, et ben il s'avère que Raymond était premier voilà. Donc, ça m'étonne pas. devant Wellinger. Je pense que Kraft était le meilleur sauteur du week-end. Mais que comme il fait, Non, si, il fait, alors dans l'ancien classement non pondéré, oui. oui, mais là, Et tu m'as dit de le refaire. mais pas, Donc maintenant, il forcément, est sixième. Kraft, il fait 104 mètres en manche finale samedi. Ouais, mais faut savoir. Alors, la semaine dernière, tu me dis, ne prends pas les sauts d'entraînement parce que ça reflète pas. Je te fais le truc pondéré. Et là, maintenant, tu vas me dire que, ah non, ça va pas. Non, mais il y Non. a, Kraft, il rate son saut parce qu'il a des conditions pas possibles samedi. Sinon, il est premier de toutes les manches, quasiment, ou Donc, du deuxième. coup, tu veux que j'enlève à chaque fois le plus mauvais Non, saut mais que là, je colle il y a eu un les- élément perturbateur samedi pour Kraft. Sinon, sur tout le reste du week-end, c'était le meilleur sauteur. Je Bon, reste Kraft et là-dessus. Raymond, on leur codonne. Je Alors, dirais on a Kraft, donc le Kos, résultat. Raimund, c'est les 3 hommes du week-end. Il s'avère que Wellinger a très bien sauté, mais il n'a pas été, voilà, à part sur le team event, il n'a pas fait de résultats extraordinaires. Donc, qui est ta déception du week-end?
Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux mentionner pour ses mauvaises performances? Bah, les Allemands, Geiger et Paschke, mais c'est pas nouveau, donc je vais pas rester dans trop longtemps. C'est qui Geiger? Oui, voilà, c'est C'est ça. qui Geiger? C'est un homme qu'on a vu gagner 2 épreuves en début de saison sur un week-end magnifique. Et Forfang, qui est tout sauf ridicule, mais qui gagne le week-end dernier, qui était super bon à Cool, mais qui finalement là est rentré dans la dans le ventre mou habituel de Forfang et j'aimerais bien qu'il revienne un peu plus vers l'avant. J'aime bien ce sauteur. Voilà, moi, du coup, j'ai élu mon dégueulasse du week-end et je me demande si c'est pas déjà la troisième fois. C'est dur. Mais, C'est Pius. mais oui, mais Je ça suis respecte. obligé. Mais non, en Je fait, peux à plus. partir du moment où il a été dégueulasse une fois, c'est-à-dire que son niveau est moins bon, donc c'est plus une surprise la fois Mais d'après. non, il est cinquième de la Coupe du Monde. Mais parce il a pris 600 points avant la tournée, mais depuis, Je peux pas le savoir. non, Il dégueulasse, est tu peux dans être qu'une 5 seule fois meilleurs. dégueulasse. Ou alors, il faut qu'il y ait au Oh, moins un nombre important de semaines. oui. Tu vois, genre, tu fais un super Ruka, tu rates Willingen, tu rates Lillehammer, tu peux être dégueulasse. Là, tu fais une super tournée Oui. et tu rates Visla, tu peux être le dégueulasse parce que t'as fait des bons trucs et qu'après, il y a eu du mauvais. Mais si t'enchaînes 4 week-ends tout pourris, t'es juste moyen sur la période. Alors, je me permets de te dire, c'est pas 4 week-ends, c'est 8 week-ends. Voilà, donc il peut pas être Il est dégueulasse à nul. vie. Dans ce Il cas-là, finit c'est 8. Zografski. Pour la 53e fois, c'est Zografski le plus décevant du week-end. Non, c'est un Non, sauteur qui a bien performé récemment. Tu vois, par exemple, Fettner, là, en ce moment, il est pas Jojo, tu vois. oui, Fettner, il était dans le... Ok, Fettner est bon. Je pense que les prochaines fois, je vais te proposer 3 noms et tu vas voter pour le dégueulasse parce qu'en effet, Fettner était Non, mais par contre, on peut aller dans les satisfactions parce qu'il y a eu des beaux, des sauteurs. Alors moi, il y a juste Tim Isaac. Je sais pas ce qu'il a, mais il faut qu'il retourne bosser. Hein. Bah, Je sais pas si c'est le Vando qui, qui joue, mais il est pas bon en ce moment, je l'aime pas. bah, tu vois, là, J'aime on peut bien lui Lucien dire Paqueta. dégueulasse parce que tu vois, pas de manche finale samedi, 20e dimanche, alors que il est plutôt bon en ce moment. Et ben voilà, il y a une bonne tête du dégueulasse du week-end. Je te le donne. Alors, les satisfactions, puisqu'on a parlé de ceux qu'on raté, dis-moi les sauteurs que tu avais mis dans Et ta ben checklist. Alexander Schnitzler, 4e top 10 consécutif, il rentre dans un cercle très fermé en Pologne des sauteurs maintenant de haut niveau. Il manque plus que le podium pour venir convertir sa bonne forme du moment. Écoute, moi je vais te mettre dans la besace Danny Huber. Mm. Bon, il n'a pas été magique le dimanche, il a fait 21e, mais vu comme il était les week-ends précédents, je lui donne un petit. Petit bonus. Je lui dis c'est bien mon Danny. Et Parce qu'il y a Mbarer qui va revenir et qui va taper à la porte. ouais, pareil, Egner, là, il faut qu'il se méfie, hein. Il profite de Sapporo Egner parce que sinon, il y en a un qui va être dans la charrette, quoi. Ouais. C'est ça. Et Sundal Donc, aussi, hein, et surtout Sundal, en termes de vol, c'était assez impressionnant parce qu'il était vraiment très très bas ce week-end. Et il a rattrapé des sauts, il fallait qu'il se fasse confiance, quoi. Il était vraiment pas haut sur la bosse. Et je trouvais que c'était intéressant en termes de forme de vol. celui que j'aime bien là, j'aime bien Robin Pedersen en forme de vol. Ah, c'est extrême, hein. J'aime bien Domaine Prehout. Mm. Il fait pas de concessions. Bressadola, Domaine Prehout, Robin Pedersen. Ouais, d'accord. Donc tu vas aimer Planissa, toi, et Vickerson. Parce que je pense que ils font pas de concessions, je sais pas. Parce que c'est des sauteurs, par exemple, Peterson, il a pas les skis à plat. Donc on sait quand même la base en saut à ski, c'est de mettre les skis à plat pour augmenter la portance. Mais lui, il a carrément, je pense que c'est un choix parce que pour être étalé comme ça, il peut pas avoir les skis à plat en même temps. Et il a choisi la portance de corps et pas la portance de ski. C'est un choix peut-être qui va l'emmener très loin à certains moments. On verra si ça le pénalise pas parce que en gros, pour gagner un club de cristal, faut avoir un style passe-partout, quoi. Faut passer en vent Non, de dos, faut c'est passer en vrai. vent de face. Il faut être bon en vol, il faut être C'est vrai. capable d'aller bien sur un petit tremplin. Là, c'est un style, c'est différents domaines en termes de style, mais c'est sans concession, c'est-à-dire
Il y a qu'un certain type de tremplin et qu'un certain type de conditions qui peuvent l'emmener sur le podium, quoi. Ouais, non, non, mais c'est sûr que c'est pas pour dire que c'est un futur crack, hein. C'est que Mais ça j'aime bien amène ce quelque type chose de de différent, tremplin. c'est clair, hein. Voilà. C'est beau Ce à type voir, de hein. tremplin, je trouve que ça lui allait bien. Ça lui Mm, allait bien, ce type de tremplin. mm. Puis, bah, Domaine, il n'a pas été mauvais. Alors, il n'a pas fait d'étincelles, mais je le trouvais plutôt correct. Il a fait 19, 12e. Oh, c'est un bon domaine. Oui, voilà. Il est 23e de la Coupe du Monde. Lui, il attend son heure. Sur son âme. Du coup, le classement de la Coupe du Monde. Donc, on l'a dit, il y en a un qui a chopé 180 points, c'est Lovrokos, il est 10e. Ensuite, on a un qui a chopé 125 points, c'est Kobayashi. Et lui, il est plus qu'à 6 points de Wellinger Pour la deuxième place. pour la deuxième place. Et Kraft a creusé l'écart sur Wellinger. Par contre, il a plus que 215 points d'avance sur Kobayashi. Mais comme Earl n'était pas là, mais ça on l'avait déjà dit la dernière fois, hein, sans Earl, sans Lanišek, avec un Paschke qui est dans les prunes, un Geiger qui est dans les prunes, là les trois premiers c'est fini, hein. C'est Oui. sûr que ce Bah sont là, ces trois. on a le podium de la Coupe du Monde. On ne sait pas qui sera deuxième. Pour moi, sauf incident, on a le vainqueur du globe aussi, parce que Sapporo, c'est du vol, pré-vol. Il reste 3 week-ends de vol à ski derrière. Pour moi, Kraft, il a fait le plus dur là. Oui, je suis d'accord. Du coup, grosse bataille pour la deuxième place. Ensuite, bah, la quatrième, Earl va revenir. Il y a Ebok qui remonte petit à petit, qui fait vraiment une bonne saison. Il y a Marius, il y a Lovrokos qui peut tous les doubler, hein. Ouais, parce que S'il continue sur ça. Pashke, là, on dit de week-end en week-end qu'il est cinquième, et là, Pashke, en 2 week-ends, il a marqué 12, 17 points. Ça va pas durer très longtemps. Et là, il est plus bah, Kos, qui est 10e, il est à 60 points, donc au rythme des points. Ça se trouve, le week-end prochain, Pashke, il peut déjà être 8e, tu vois. Oui. Lindvik est pas Bah oui, loin, parce que Kos est pas Ludwig peut le loin, doubler. Aibuk est pas loin. Je pense que le top 10, il se dessine gentiment, parce que Fettner est un peu dans les choux, Deschwanden est irrégulier, Forfang, on en a parlé, Tchofénig, il soigne pas les télémarques. Donc là, bah, de toute façon, plus la saison avance, plus les écarts font il y a peu d'écart d'une épreuve à l'autre. Raimund fait un gros pas en avant avec son podium. 95 points, du coup, il est 17e. Et il se rapproche de Deschwanden. Il est plus qu'à 90 points de la 12e place. Il fait quand même une belle saison, hein, du coup. Mais ce sera intéressant de voir à Sapporo parce que à Sapporo, ça peut aussi être des gros comme ça, points. Mais comme tu dis, en fait, on l'avait déjà dit à la tournée, il y a des périodes pour les sauteurs. Et là, clairement, Paschke, Geiger, Fettner, ils sont dans le vide. Et du coup, bah, Kos, Forfang, eux, sont plutôt montants. Donc, ils vont se croiser, en fait. Je pense qu'il y aura quand même Et un. puis, il y a les trois qui sont imbattables. Et il reste 13 épreuves. Il y a 6 épreuves de vol, hein, quasiment la moitié. Donc je pense que Mm. le classement va être fortement influencé par ces épreuves de vol dans la dernière partie de saison. Il reste un tiers de la saison globalement, un peu plus. Et on arrive. Alors, ce qui est à noter, c'est ils ont remplacé Tsiric. Ils font deux fois l'arty à ton grand. Bah, là, je suis doublement. Enfin, non, je suis content qu'ils reprennent l'épreuve de Schierk parce que bon, bah, une épreuve annulée, c'est bien que ça soit remis. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, ils l'ont mise le vendredi où ça devait être en début de soirée l'épreuve féminine, la seule épreuve du week-end. Donc, ils Mm. font venir les femmes à l'arty pour une épreuve. Bon, déjà, en termes de logique, Ok. pourquoi pas. Et les femmes qui, donc vendredi, comme l'année dernière, là, c'était la finale vendredi à 16 h ou 17 h, tu dis ouais, ok. Et là, bah non, en fait, comme ils remettent les hommes le vendredi, ils les mettent à 17 h à l'heure un peu la meilleure horaire, et ils font sauter les femmes à 10 h heure locale, 9 h heure d'Europe centrale. C'est-à-dire que 9h le vendredi le matin? vendredi matin, mais enfin, Et la qualif jeudi? ouais, non, mais ça n'a aucun. Les deux qualifs jeudi. Je sais pas pour Euh, les hommes, mais en tout cas pour les femmes, elles vont sauter à 9 h du matin, heure française, et 10 h heure locale, le vendredi matin, leur seule épreuve du week-end. Moi, je l'ai mis sur Twitter, ce serait les femmes, je ferais grève, en fait.
Je dis, bah, franchement, vous vous fichez de nous. Elles se mettent d'accord pour pas que, machin. Vous vous fichez de nous, bah, on n'y va pas. Vous nous faites venir à l'Arty, on va se taper X heures de voyage et tout pour sauter une fois. Vous nous donniez un horaire le vendredi, allez, fin de soirée, enfin fin d'après-midi, pourquoi pas, c'était le meilleur horaire du vendredi. Et pour nous dégrader, ah, on met les hommes, bon, bah, du coup, on vous met à 9 heures du mat. Non, mais ça n'a pas de. C'est un manque de respect total, je trouve. J'avoue que c'est limite, très limite. Donc, Donc voilà pour le voilà, voilà. classement et ce coup de gueule. Et ce coup de gueule. Tu veux rajouter quelque chose sur le saut ou on passe Bah, à nos amis donc, combinés? on l'a dit plusieurs fois, les hommes, c'est Sapporo, donc c'est les horaires habituels. Samedi, 8 heures pour la France, donc ça sera en fin d'après-midi en nocturne à Sapporo. Et dimanche, c'est en journée à Sapporo, donc c'est le fameux concours de 3 heures du matin que tu vas regarder en direct, évidemment. C'est ça, après le Super Bowl, je fais le concours de Sapporo la semaine d'après. Et Back to back. chez les femmes, ça aurait dû être Rasnov, et il n'y a pas de neige, comme à peu près partout en Europe. Et donc, il y aura un nouveau week-end off sans épreuve féminine. Et au passage, ça fait 3 épreuves féminines annulées depuis le début de saison, et la FIS, pour l'instant, n'a pas proposé de solution de remplacement. Même à l'Arty, Même à le matin, l'Arty. Bah non, mais la pourquoi pas? classe. Non, mais franchement, ils les font le jeudi. À la limite, là, tu vois, tu fais la qualif, puis les épreuves individuelles le jeudi. Pourquoi pas, tu vois? Et non, pour l'instant, il y a rien qui se Ah, on profile. met Donc, les trois matins. Les trois matins. mais le problème de l'Arty, c'est qu'il y a, enfin, le problème. C'est le principe des Larty Games, c'est qu'il y a aussi le saut, le combiné et le fond. Donc, le programme, Eh il est oui. pas, la journée, elle est pas extensible. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils font venir les femmes pour une fois? Autant en mettre une autre épreuve. Ils les envoient, je sais pas moi, à Klingenthal, à n'importe où il y aura, où leur programme sera respecté. C'est- Ça sert à rien de les amener pour un seul saut, et alors encore plus à un horaire tout pourri. Donc, autant faire un week-end complet ailleurs, de saut avec, de saut de la Coupe du Monde féminine. Mais du coup, tu regarderas pas l'Arty. On a compris. De toute façon, c'est pas l'Arty, c'est Sapporo. Allez, voilà, on vous retrouve pour le débrief de la Coupe du Monde à Sapporo. Ce sera les seules épreuves du week-end prochain, en fait, puisque les combinés sont On pose en aussi, off. ouais. C'est ça. Et donc Ok. là, on enchaîne sur OTP en combiné nordique. Du coup, le combiné nordique à OTP, OTP, on est en Estonie. Et la grosse question, c'était est-ce que quelqu'un peut battre Jarl Magnus Rieber? Bah, enfin, je vais pas entretenir le suspense dans le sens où si vous qui nous écoutez, vous avez certainement vu ou les épreuves ou les résultats. Mais avant, parlons un peu d'OTP. Moi, j'adore, hein, franchement. C'est beau. Le tremplin, il est magnifique, là, avec ce métal rouge. Sur sa colline, Oui, des soleils couchants, de la neige. Un truc blanc au sol, hein. Franchement, ça fait bizarre. Depuis combien de temps on n'a pas vu de neige au sol autour des épreuves? Je pense oui. que depuis, bah, certainement depuis Lillehammer. Je pense qu'en Europe continentale, il y a pas eu de neige autour des épreuves. Peut-être Seefeld un peu Seefeld, mais voilà. Donc magnifique Aucune OTP, impasse. Aucune impasse. aucune impasse, 3 épreuves et puis Oui. je trouve il y avait une petite discussion sur Twitter. Je trouve que le combiné nordique, ce qui fait son succès, il faut arrêter de se dire, bah, tu vois, l'Arty, il va y avoir 3 pimpins pour le combiné nordique à 9 heures du mat. Lillehammer, il y a le saut et le combiné nordique, il y a 3 personnes pour le combiné nordique. Il faut arrêter ces épreuves doubles. En fait, là où ça marche bien, le combiné nordique, c'est quand c'est un week-end de combiné nordique et que c'est l'événement, tu vois. C'est Feld, même Non, je suis Oberstdorf, c'est d'accord. sympa, tu vois, parce qu'il y a que ça le week-end là. Schonard, c'est un classique. Schloneuf, quand il y a beaucoup de monde. Et là, OTP, ça devient une sorte de classique du combiné nordique. Je pense que les athlètes aiment bien. Il y a une belle ambiance, il y a des spectateurs et c'est très bien comme ça. C'est une belle promotion pour le combiné. Il y a le président Le président d'Estonie. de l'Estonie Et pourquoi il qui est est venu ce venu. président? Allez, dis-nous. Il est venu parce que Rieber de Wish a fait un super week-end. J'aurais dû me taire ce jour-là.
Christian Ilves, aussi appelé Rieber de Wish par Romain, parce que il dit qu'il est comme Rieber, mais en moins bien. Et ben, sur ce week-end, il t'a fait 2 fois deuxième, 1 fois quatrième. Bon, il était un peu fatigué sur la fin, mais magnifique sur son tremplin. Très très bon en saut. Donc, très belle performance de Ilves, mais 3 victoires de Jarl Magnus. Tu peux pas me donner tort, hein. Même sur ce week-end où il fait 2 podiums, une quatrième place, il fait moins bien que Rieber sur ce week-end. Mais tout le monde fait moins bien que Rieber, donc Rieber, c'est 10 épreuves en 2024, Rieber. 10 victoires. Plus grande série de victoires de l'histoire du combiné nordique. On peut même se dire que à Ramsau, il fait 2 fois deuxième parce qu'il était malade comme un chien. Donc ça donne une idée un peu des performances. Et sinon, enfin du coup, il est monstrueux. Alors, ce qui est fou, c'est que la dernière place qui n'est pas sur le podium de Rieber, c'était le 27 janvier 2023, donc il y a plus d'un an, quatrième à Zefeld lors du triple. Il a Incroyable. été disqualifié le lendemain. Et il avait déjà fait une grosse série avant, et pour être en dehors du top 5, on remonte au 25 novembre 2022 à Kuusamo, donc au tout début de la saison, où il a fait 14e. Et le mec est monstrueux. Ouais, Il est monstrueux. c'est C'est incroyable. vraiment le meilleur combiné de tous Et les bah temps. du coup, chaque week-end, on cherche qu'est-ce qu'on va dire. C'est pas très français ça. On Mais là, il cherche a ce le qu'on va globe, dire. donc tu peux le dire. Mais là, Tu peux dire qu'il a gagné le globe. si. Alors moi, j'ai trouvé un challenge Rieber et d'ailleurs, j'ai peut-être raison. C'est qu'à mon avis, il cherche à avoir le record de chaque tremplin. Parce qu'il n'y a aucune raison rationnelle pour laquelle il n'y a pas eu de coach request dimanche. Les autres, ils vont déjà tous à 100 mètres sur un HS 98. Rieber, on sait qu'il est 3 jambes au-dessus. Et il le laisse quand même, il l'envoie quand même. Et évidemment, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il bat le record du tremplin. Comme il l'a battu à Schonard, comme il l'a battu à Oberstdorf. C'est c'est c'est- c'est monstrueux, quoi. Bah après, au TP, qui d'autre saute là-bas Bah, elle est en combinée tous compète? les ans, Parce donc qu'on l'a jamais. Oui, mais en combiné, mais en saut spécial, on l'a jamais dans les. Je le vois jamais en COC ce tremplin-là. non, mais il y avait un record à prendre et il l'a pris. Oui, mais le record de Casper Wagoul, quoi. Enfin, je veux dire, c'était moi le record de OTP avant Rieber. Et bon, notre ami Rieber, eh ben, il reste 4 épreuves. Il pourrait, notre fil rouge depuis le début de la saison, il pourrait faire 4 impasses, parce qu'il a plus de 400 points d'avance sur son dauphin Stéphane Rettenegger. Donc, il a En le fait, tu globe l'as à la maison. énervé. Tu l'as énervé quand t'as dit qu'il fallait pas faire d'impasse en combiné nordique pour gagner le globe. Et là, il te dit, bah, moi, si tu veux, je fais pas la quatrième période. C'est ça. Et en plus, il va la Il faire, est hein, monstrueux. Donc, ce petit filou. Et c'est ça. 3 victoires. Le même podium le vendredi et le samedi. Donc, on a dit Christian Ilves. Et troisième, Johannes Lamparter. euh, déjà auteur d'un bon retour à Zefeld et qui confirme, alors pas sur le dernier jour où il était cramé, de chez cramé, mais les deux vendredi samedi étaient bons. bah, surtout que Troisième, c'était 2 formats différents, vendredi et samedi. Mastart, oui, donc qui est quand même arrivé assez groupé là d'une dizaine de fondeurs, et comme Gundersen. d'hab. Et on trouve quand même le même podium. Oui. Donc bah, pareil, on va pas se répéter, mais ça veut dire que les combinés complets ont la main sur le combiné nordique mondial. Rieber, il s'offre quand même une petite douceur dans ce week-end. Il gagne le fond de la Mastart, hein, parce que il est pas assez bon comme ça. Il domine tout le monde au tremplin. Et il s'offre quand même victoire sur les 10 kilomètres du ski de fond de la Mastart. D'ailleurs, c'était la première fois où il voyait des fondeurs depuis les derniers Mastart de Ramsau. Mais c'est vrai. Sinon, il a pas compris que ça se courait avec Ah oui, d'autres c'est pas. mecs. Oui, il pensait que c'était des contre-la-montre individuels. C'est ça. Et, Et, euh, et et, et du samedi coup, aussi, c'était une alors ce qui course est groupée fou, aussi. Et il l'a gagné. Mais et le pire, c'est dimanche où il a pas gagné le saut. non, c'est samedi. Samedi. Dimanche, il gagne le saut, C'est justement. Il samedi fait qu'il le a pas record gagné du le saut. tremplin. Dimanche, c'était une classique Oui, Rieber. Il met 30 secondes au deuxième. Il fait son contre-la-montre.
C'est samedi où il gagne pas le saut. Exact, Et exact. on a eu une belle course un peu stratégique avec. Alors Ilves, comme il s'entraîne, donc l'Estonien, mais il s'entraîne avec les Norvégiens. C'était un peu une course d'équipe quand même de Uber Mm. Ilves, équipe, on va dire équipe norvégienne, contre Rettenegger, Lamparter. Rettenegger x2, mais il y en a un Thomas. Rettenegger, Thomas, il a pas le niveau pour faire le train. Il peut tenir le plus longtemps possible, mais il fait pas le train. Et Lamparter et Rettenegger, ils ont fait grande classique. On mène, et puis on se fait poutrer sur l'emballage final. surtout Stéphane Rettenegger, il aime bien celle-là aussi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la technique autrichienne, mais elle marche trop pas, quoi. Après, c'est aussi dû à la piste, hein. Elle est, Mm. la piste d'OTP, les boss sont pas très très sélectifs, tu vois, c'est pas Ramsao, c'est pas Shona. Donc en fait, tu peux faire le train et derrière rester dans l'aspiration. Après, non, on va être gentil et surtout comment dire, être honnête, Rettenegger, il fait cette technique-là dimanche et il fait lâcher tout le monde. Euh, Ilves, il était dans les skis de Rettenegger, il a lâché. Et puis, qui est l'autre qui a lâché? C'est David Marr, qui était aussi dans les skis de Rettenegger et qui a lâché. Donc, Stéphane Rettenegger, il a été chercher sur les skis son podium de dimanche. Ouais, non, il est clairement bon. Et puis en plus, il a 5 ans que moins que Rieber, donc il s'est prêt déjà l'année dernière, on avait dit ouais, c'est Oftebro, le nouveau. Mais bon, moi je pense que Stéphane Rettenegger, il peut vraiment faire une belle carrière. En tout Bah, cas, vu sa saison. à la fin de cette saison, il aura déjà inscrit à son palmarès podium de la Coupe du Monde, très certainement. Il y en a qui vont courir Alors après toute sachant leur que carrière, donc oui, évidemment, il lui manque pour l'instant qu'une victoire, mais c'est vrai que Rieber est pas très partageur, mais il enchaîne les podiums. Euh, Dans ce week-end, il va en gagner une. Et David Marr, du coup, qui est pas vieux non plus, puisqu'il est né en 2000. euh, alors, j'ai pas réécouté, mais je pense t'avoir annoncé podium oui, de oui, David Marr. je n'ai pas réécouté non Pas plus, mais je te réécouté. valide, franchement, ta Tu valides prévision le podium de David Marr. d'avoir dit qu'il avait une bonne tête à faire un podium prochainement, oui. Ouais. Donc félicitations. Non, parce que franchement, il était bon en saut et il est pas dégueu en fond et je le voyais bien faire ça et c'est une révélation parce que on l'a vu la semaine dernière à Seefeld où il avait déjà été bon en saut. C'est comme ça que je l'avais découvert. Mais là, clairement, franchement, je l'attendais pas, je l'attendais pas à ce niveau-là et non, chapeau à ce gars parce que ça fait un Allemand de plus pour la relève Frenzel et autres, quoi. Bah, surtout, c'est que le deuxième Et Allemand qui est à faire peut-être un podium plus. cette saison, après les deux podiums de Feist. Si on avait dit dans la preview, là, faudrait qu'on réécoute, que à 4 épreuves de la fin, il y aurait que 3 podiums allemands de Feist et David Marr, ça valait un petit peu d'argent quand même. C'est clair. Et bon, ça montre un peu la faillite des autres, hein, parce que eux, ils sont à leur niveau et en progression, donc c'est super, mais c'est plutôt la baisse de performance des autres. Alors Ritzek, qui fait un très bon week-end Ah, par Rizek, rapport à c'est sa bien. saison, il m'a fait mal au cœur samedi. Donc il était sixième. Bon, dans la Mastart, il est dans le groupe qui gagne. Après, il perd des places en saut, mais c'est normal. Mais même sixième, c'est pas mal. Il a bien sauté hein, tout le week-end. Il fait cinquième samedi, mais alors ça m'a brisé le cœur parce qu'il était en chasse-patate derrière ce groupe de 4. Ah oui. 5 avec Thomas Rettenegger, il est à 15-20 secondes. Et c'est Ritzek, quoi. Le gros fondeur, avec son maillot. Non, je sais pas s'il a le maillot rouge, non, c'est Geiger, mais on sait que c'est le deuxième meilleur fondeur. Et il est jamais revenu sur le groupe Rieber, Rettenegger, Ilves, Lamparter. Et il fait toute sa course comme ça derrière. Tu te dis, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Je crois il doit être neuvième du saut ou septième du saut. Enfin, vraiment, il fait un très bon saut. Huitième, tu vois. Et même là, top 10 du saut, chasse patate derrière le quatuor un peu magique du week-end et il a rien pu faire, quoi. C'est un peu, Bah, enfin, je trouve que c'est un peu ouais, démoralisant pour lui, je trouve. bah, c'est un peu démoralisant. Il fait septième du saut le vendredi et le dimanche, il fait bon 17e du saut. Mais dans un gros Mais groupe, ouais, donc, c'était un peu ouais. dans un gros groupe. Mais c'était démoralisant, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas que c'est pour moi globalement, je dirais le meilleur allemand parce que Face, ouais, ouais.
Face, mais je te le trouve meilleur que Face. Bah, ils ont 4 points d'écart au Schmidt, classement de la non. Coupe du Monde, hein, donc ils ont le même Il y a niveau. 4 points d'écart? Ouais. Oui, j'ai le même niveau. Mais je sais pas, je préfère Rudek. Et Rizek, c'est Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 top 5. 4 ou 5, hein, pas de podium. Il nous fait une fiche de stats à la Forfang, là. ça, ça va bien passer. Mais du coup, sur le saut, donc bon, on a eu un excellent Ilves sur tout le week-end. Mais sinon, on retrouve les usual suspects, Ribert, Lamparter et les frères Rettenegger. J'ai bien aimé les sauts de Rudзek, on en a parlé. Euh, il y a, comment il s'appelle? Ilkay qui a mieux Ouais, sauté que alors Dab. ça me fait Il a sourire peut-être parce raison. que Ilkay, je pense qu'il aime vraiment ce tremplin. Il y a un an, il avait fait aussi un super week-end de saut là-bas. Et genre, les Oui, Finlandais, leurs sauts, ils sont tellement différents d'un week-end à l'autre. Le week-end dernier, c'était Hirvonen qui sautait super bien c'est ça. à Seefeld. Là, il Oui. était bien plus loin ce week-end. Et ce week-end, c'était Erola qui visiblement adore le tremplin d'OTP. Je sais pas s'il y a une sensibilité. Même, tu vois, le week-end dernier, Grabak était très bon. Schonard aussi était très bon en saut. Là, c'était un peu moins bon en saut ce week-end. Je pense quand même Rydзek l'a vraiment très bien sauté ce week-end, mieux que le reste de la saison. Rudзek, c'était son meilleur Donc en saut de la fait, je saison. pense qu'il y a une sensibilité au tremplin, un peu comme tout le monde. Et ça permet parfois à des gros fondeurs d'avoir un week-end un peu de Eureka. C'était un bon week-end de saut pour Rydзek, par exemple. Mm. Après, tu as les gars qui sont plutôt solides au tremplin, Rererl, Fritz, Yamamoto dans une moindre mesure. Et en fond, c'est toujours Geiger, mais il part trop loin, il part beaucoup trop loin, quoi. C'est con parce que c'est vraiment le meilleur fondeur Après, du plateau. en regardant les résultats, je me suis dit un truc, c'est que quand tu pars très loin, tu fais plus de stratégie, en fait. Tu bourrines. Oui, Alors que, par exemple, même un Rydзek qui parfois se retrouve dans les groupes, tu sais, le groupe de la 5e place, on va dire, il y a un peu plus de stratégie. Et donc, au final, des fois, il a peut-être je sais pas, le 6e temps de fond, bah, parce qu'il y a un moment, il a pas mené un groupe de 15 personnes comme un gros débile pour rien. mm. Donc, alors que Geiger, il part 20 ou 25e, et lui, il n'a pas de stratégie, c'est boum, 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 10 kilomètres à fond, tu vois. Donc, Ouais, non, ça c'est une bonne analyse. Du coup, Rieber, très bon week-end en fond, bah, parce que il a été quand même plus mis en difficulté que d'habitude. Jens Lura Softbro, bah, il y arrive plus en saut depuis qu'il est tombé. Enfin, ouais, c'est vraiment compliqué. Il a peur. Donc, bon en fond. J'ai bien aimé Julian Schmid en fond. Euh, mais bon, franchement, j'ai il même, était bon enfin, en saut avant, donc. on est à la 17e Non, épreuve de mais la voilà, saison, le tu ne gars, les as pas vus. ouais, voilà, moi, franchement, j'ai même plus envie de dire quoi que ce soit. Il part trop loin, il pèse pas sur la course, il y a pas de, ils influencent pas le déroulement de la course, tu vois. Bah, il fait quand même deuxième du fond samedi Et et dimanche, c'est il un fait Français qui est deuxième du fond. quatrième. Et dimanche, c'est un Français. C'est Donc vas-y, Matteo fais-nous Beau, les mais tu vois, par Français. exemple, c'est parce que donc on n'a pas encore parlé des Français jusque-là parce qu'on les a pas vus tout devant. Comme par exemple à Schonard, on avait vraiment non à Zeffel, pardon, on a eu 3 top 10 de Matteo Beau. Ce week-end, c'était plus Mm. compliqué, notamment au tremplin. Et bah typiquement, Matteo, il fait le deuxième temps de fond dimanche, ce qui est en soi une très bonne performance, mais c'est aussi le jour où il a le moins bien sauté. Et je pense qu'on revient à mon analyse, il était 28e, il avait pas le choix, il avait pas d'autre choix que de faire à fond, à fond, à fond, à fond, tu vois. Alors qu'à Seefeld, il avait certainement le même niveau qu'aujourd'hui, enfin, qu'à OTP, Mm. mais quand tu es dans un groupe pour la 10e place, ou enfin entre la 5e et la 10e place, un peu plus de stratégie que de faire à fond, à fond, à fond. Donc peut-être ce deuxième temps de fond, il en a parlé, Matteo Bos, sur ses réseaux. C'est quand même ça montre qu'il est très en forme, ça c'est clair. Mais s'il avait pas fait 28e du saut, qu'il avait fait, je sais pas, 12e du saut, il aurait pas eu besoin de faire le deuxième temps de fond et pour faire une bonne course. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, en saut, je trouve que tu as été un peu dur parce que je trouve que Blondeau et Tirode ont pas été catastrophiques.
Maël, il a mieux sauté, je trouve, que le week-end dernier, mais il était moins bon en fond. Donc, moi, je les ai trouvés meilleurs. Et Marco, bah, on saura jamais parce que le deuxième jour, il est pas venu. Mais bon, il avait pas bien sauté. Là, ça fait 2 week-ends où il est clairement en difficulté sur le tremplin. Oui, alors Maël et Gaël, il y a un profil un peu comparable là, sur ce week-end où c'était quand même dur au tremplin, au-delà de la 40e place, là, mais avec des Oui, remontées satisfaisantes, notamment par exemple dimanche, 29e temps de fond pour Maël, 21e pour Gaël, et ça fait oui. bah, des points à chaque fois. Euh, non, Maël, il fait 42e sur la Mastart, mais sinon des points le reste du temps. Et puis Gaël, pour son retour en Coupe du Monde, quand même, Gaël Blondeau, 38, 40, 34. Et Oui. tatatam, on l'attend depuis 1 an et demi de podcast. Et nous sommes fiers Ouais. d'annoncer que nous avons 5 Français dans le top 55 de la World Ranking List. Nous sommes deux dans le monde à nous intéresser à ce sujet. Et nous sommes ensemble réunis derrière ce micro. Alors profitons-en. Alors, Profite. un top 55, donc, dont le cut est. Alors, je l'avais mis à 20, il est à 29 points. Donc, tu m'avais dit qu'il serait plus haut. C'est 29 points le cut pour l'instant de la 55e place. Tirod est à 36, donc il a 7 points de marge. Antoine Gérard, il est large. Et Blondeau, il est. Alors, Antoine Gérard, il va se faire retirer 33 points de la. Enfin, maintenant, du coup, jusqu'à la fin de la Oui, saison, c'est cette World Ranking List. C'est-à-dire que oui, si on a bien compris les textes de la FIS, il y a 5 Français qui oui. sont éligibles pour des quotas. On va dire qu'on va attendre Pour la période. pour la période 4, donc jusqu'à la fin de saison. Bah, Antoine Oui. Gérard, il serait plutôt. Le staff serait plutôt bien inspiré de le remettre au moins une fois parce que il faut garder quelques points. Là, il a 33 points de la dernière période de l'année dernière. Donc s'il perd tout ça, Mhm. il peut se retrouver derrière le cut. Mais en attendant, en tout cas, on va prendre étape par étape. Il y a 5 Français dans les 55 mondiaux sur un an glissant, hein. C'est ça la Ranking List pour ceux qui ne nous ont pas suivis. Ça veut dire depuis mars 2023, il y a un an, sur un an glissant, c'est le classement de la Coupe du Monde sur un an glissant, on va dire. Mais j'ai envie de me prendre à rêver parce que Blondeau, il n'est pas dans le top 55. Hmm. Mais s'il y va, est-ce qu'on a 6 quotas? Je Puisqu'il y est crois pas. pas. Imagine, il a 11 points. Imagine, il fait top 10. Est-ce qu'on peut en avoir 6? Je crois pas. Par contre, on va le Pourquoi vérifier. on peut pas en avoir Par 6? contre, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, si c'est Gaël qui est conservé dans les prochaines épreuves, notamment à l'arty, ça pourrait être Gaël qui rentre Oui. dans le top 55 et Antoine Gérard, non, par exemple, s'il n'est pas remis. Donc, il faudra voir quand même les choix du Oui, non, staff. mais ça, là, c'est Les sûr. choix bon, Marco, il est plutôt bien installé. Laurent Mulet-Thaler et Matteo Bo, il n'y a pas trop de suspense. Ils sont bien installés Bah, dans ce top mais tout à 55. l'heure, il va perdre 160 points quand même. Oui, Faut mais qu'on il se en remette a dessus. 120. Il y a un moment, Oui, il a 287. C'est bon, oui, ça veut dire qu'il a 127 points si on enlève la dernière période de l'année dernière, et oui. donc il sera toujours au top du top 35, mais il sera pas en danger Oui. de sortir du top 55. Il y a quand même un gros écart de niveau avec donc, Marco, il perd 2 points, il est bon. Antoine, il passe à 29, il faut qu'il revienne. là, c'est Antoine Gérard qui est en danger de sortir du top 55 si, ouais. Ouais. Bah, il y a Manuel Enkemer là qui devrait sortir. Puisqu'il a 20 points, il a 46 points, donc lui il dégage. Par contre, j'ai peur de Yuya Yamamoto. Ouais, il y a Grand Andrews. Il y en a qui peuvent rentrer là, hein. Bortolas aussi là. Ouah, ça va jouer, hein. Ça va jouer. Alors, la World FIS Ça World va jouer. Ranking List. Système de points le même que pour la Coupe du Monde. Le résultat est fait sur les 4 périodes enfin, sur un an glissant. Il est mis à jour après chaque période. Les 55 meilleurs compétiteurs de la World Ranking List sont pris en compte pour les calculs des quotas. La nation, un quota d'une nation est valide pour une période complète. Et donc ensuite, donc là, il y en a un. Et puis, les quotas, derrière, il doit y avoir un tableau. Donc on peut espérer, on va faire court, on peut espérer voir 5 Français au départ à l'Hostie.
pour la première fois depuis 2 saisons, au moins. Alors, attends, j'ai Nation Quota valide pour la troisième période, mais du coup, on peut voir pour la quatrième. Alors, base, 55 athlètes de la World Ranking List, plus 3 quotas additionnels de la COC période, du coup, j'imagine Oui, numéro c'est 2. les 3 comme en sous-spécial, les 3 et il y aura les trois places Nation, nominatives des de championnats du basique. monde junior. Donc ça, tu peux oublier pour nous. Et les médaillistes individuels Voilà, des c'est juniors ça. ont le droit de le faire. Donc en fait, tu as 3 nations qui ont 6 places. Mmh. Non, une nation qui en a 5 et 4 qui en ont 4. Non, je pense que tu prends tout le monde. Et après, tu fais plus un, plus un pour les COC et plus un, plus un, plus un pour les JW enfin, junior. Donc tu peux aller jusqu'à 8. Non, tu peux aller jusqu'à 12, mais c'est bizarre, je sais pas. Non, non, parce que, par Demande exemple, à. je sais pas s'il y avait 12 Autrichiens dans les 55, il y aurait pas 12 Autrichiens au départ. C'est un peu plus, Je pense que c'est le KPL6. Bon, on saura jamais. on On, finira on par savoir, hein. continue d'étudier. En tout cas, là, on finira par ça. Bah, déjà, là, ils vont bientôt annoncer les quotas pour la période 4. Donc, Ben, on on va pourra pouvoir voir voir après. ça. En tout cas, voilà, c'est bien Maël, il fait une bonne arrivée en Coupe du Monde. Maël Tirode, Gaël Blondeau aussi. Marco Ennis, on va espérer qu'il se remette, il était malade en fin de week-end. Et donc, si t'as plus rien à rajouter, on peut se projeter vers la fin de saison de combiné. Ouais, on peut se projeter sur, du coup, les dernières épreuves qui auront lieu dans les pays scandinaves, nordiques, avec donc l'Arti dont tu as parlé le 3 mars. Bon. 2 épreuves à Oslo, double Gundersen. Et finale à Trondheim. C'est rare, hein, la finale à Trondheim, ils finissent pas à Trondheim Non, mais d'habitude. c'est l'après-championnat du monde, c'est pour être allé une Ah fois sur oui. les épreuves des championnats du monde. Donc, je crois qu'il y aura des par équipes aussi ces week-ends-là. C'est pour ça qu'il y a qu'une seule épreuve, par exemple, à Trondheim. Je crois qu'il y a je sais pas si c'est un par équipe, on sait qu'à l'Arty, il y a un team sprint, comme l'année dernière, où les Mm. Français avaient fait podium. Et à Trondheim, nous avons un mixte, par équipe mixte, qui, du Et coup, on verra si on voit les Français, mais on a le temps d'ici là, parce que c'est dans, dans un mois. c'est dans un mois, donc la prochaine épreuve est en mars pour le combiné nordique, donc à l'Arty, avec les sauteurs et les sauteuses du coup qui reviendront de leur tournée internationale. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures du podcast. Et nous, on a un débrief enflammé des épreuves féminines de combiné à OTP et des championnats du monde junior avant de finir cet épisode. À bientôt, Will. Et oui, ciao. Un peu- un petit ajout, donc nous avons étudié en détail le règlement de la Coupe du Monde de combiné nordique et nous sommes en mesure de vous dire que, d'après notre compréhension, la France aura bien 5 quotas pour la dernière phase de la Coupe du Monde avec 5 athlètes dans le top 55. Donc il n'y a pas d'athlètes qui étaient dans le top 3 de la COC ni de quotas nominatifs des championnats du monde junior. Donc la France va passer à 5 quotas. L'Italie, par exemple, va baisser à 3. Ils étaient à 5, 4 plus un nominatif avec Bortolas et ils vont en perdre 2 dans la remise à jour du classement. Mais donc la grosse nouvelle, c'est que avec ces 5 places dans le top 55 mondial, ces 5 athlètes placés, la France, selon toute vraisemblance, pourra inscrire 5 combinés nordiques à l'Arty. Et donc, cette année, l'équipe de France, il y a eu 6 athlètes qui ont mis le maillot de l'équipe de France. Donc, il y aura une sélection du staff entre Matteo Beau, Laurent Mulet-Thaler, Marco Ennis, Maël Tirode, pardon, Gaël Blondeau et Antoine Gérard. 5 de ces combinés pourraient fouler la neige finlandaise de l'Arty début mars. Voilà. On va suivre ça parce que le week-end de l'Arty, il y a aussi une coupe continentale à Klingenthal.
D'ailleurs, aussi plusieurs Français, dont Gaël Blondeau et Antoine Gérard, seront dès ce week-end à Heizeners en Autriche pour une autre coupe continentale. Donc voilà, et ça c'est le moment de montrer sa bonne forme pour aller en Coupe du Monde dans quelques semaines. Voilà, c'était le petit ajout et donc on se retrouve pour OTP féminin dans quelques secondes. Comme chez les hommes, suite et fin du marathon d'épreuves de ce mois de janvier début février en combiné nordique féminin. Et donc comme chez les hommes, c'était OTP pour 3 épreuves, exactement le même programme, une Mastart vendredi et 2 Gundersen classiques. Et là, on parlait de révolution les semaines précédentes. Bon, maintenant, on a compris le principe et c'est vrai que on reste un peu sur la même lignée avec une domination d'Ida Marie Hagen. Alors, elle n'a pas gagné la Mastart vendredi, mais elle a gagné les 2 Gundersen, notamment toujours grâce à ses qualités actuelles de saut, un quatrième, troisième à des temps raisonnables de la tête. Faut noter quand même que dimanche, elle était à 46 secondes de Marie-Léna Lund. Alors, il y a quelques semaines, Marie-Léna Lund, elle aurait tenu hein, sur ce temps-là. Et là, ce coup-ci, ça n'a pas suffi. Une Ida Marie Hagen complètement survoltée qui est revenue dans le dernier virage tout simplement et qui la dépose dans la dernière ligne droite. Donc, il y a quand même eu un beau suspense sur toute la course. On notera que ça fait donc maintenant 6 victoires cette saison pour la jeune Norvégienne qui s'installe avec plus de 100 points d'avance au général. Il reste 2 épreuves, elle a 120 points d'avance sur sa dauphine Gida Vesvolansen. Elle est partie tout simplement vers son premier globe de cristal et donc après 13 épreuves, elle a été soit première 6 fois, soit deuxième 7 fois. C'est vraiment une fiche de stats totalement remarquable, totalement ribeuresque. D'ailleurs, elle a été première 7 fois et deuxième 5 fois, donc elle a même augmenté son ratio. Sur ce week-end, on avait une Gida Vesvolansen retrouvée, et on l'avait vu un peu en difficulté les week-ends précédents. Elle s'était déjà quand même un peu reprise à Seefeld, et là, c'était pas mal. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle gagne la Mastart. Le Mastart, c'est quand même le format des sauteuses. Elle avait quand même fait une bonne course de fond, et elle a enchaîné sur un très bon saut, donc c'est une victoire logique. Et elle fait troisième des 2 dernières épreuves. Donc, mine de rien, euh, on est quand même plus sur Guida 1 et Ida Marie Hagen 2. Guida, elle a fait comme troisième. Euh, Derrière Marie-Léna Lund de dimanche et derrière, on en parlera plus tard, Haruka Kasai le samedi. Euh, Ça fait qu'à chaque fois, en fait, il y avait une concurrente qui s'est intercalée entre Ida Marie Hagen et elle, et donc ça explique justement l'écart qui s'est creusé au général. Et donc, sur ce week-end, les autres jeunes femmes, dis jeunes femmes, hein, parce qu'elles sont pour la plupart toutes très jeunes, Marie-Léna Lund qui fait 2 podiums. Alors elle fait troisième de la Mastart avec un super saut et c'était quand même plus loin en fond. Et deuxième le dimanche. Samedi, elle fait cinquième. Alors, ce qui s'est passé, bah, elle a fait un très 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 bon saut, mais elle a chuté. Et donc cette chute qui la pénalise trop sur l'ordre de départ et elle peut pas faire l'écart sur les skis et donc elle se contente d'une 5e place. Et donc, on a eu une nouvelle concurrente qui est montée sur le podium cette saison. Et en plus, elle n'est pas norvégienne, c'est Haruka Kasai. Après avoir fait un nombre considérable de 4e places et d'autres places d'honneur, elle a fait un magnifique saut. C'est elle la première du saut. Donc, c'est peut-être aussi la première fois qu'elle gagne un saut cette saison, samedi. Et elle fait 4e dimanche et 5e vendredi. Donc, encore un bon bilan. Et bah, c'est de fort belle manière la 4e mondiale. Parce que la 5e, Nathalie Armbruster, a fait un week-end pour le coup moins satisfaisant. Alors au 4e sur la Mastart, qui en avantage, comme on disait, les sauteuses, c'est plutôt bien vendredi, mais alors après, elle s'est quand même complètement perdue sur le tremplin et jusqu'à la quintessence dimanche, elle termine 14e, donc c'est son plus mauvais résultat depuis une éternité. Faudrait presque même regarder sur 2 saisons si c'est pas tout simplement son plus mauvais résultat en Coupe du Monde. Elle a fait un saut bah, raté, tout simplement. 14e du saut à 3 minutes 38. Donc, malgré ses caractéristiques de bonne fondeuse cette saison, elle avait trop d'écart avec les autres pour pouvoir remonter. On notera le bon week-end de Lena Brocard,
qui enchaîne sa belle série de top 10. Et donc, quand elle lui arrive pas de malheur, elle fait de belles choses avec une septième place vendredi sur la Mastart, huitième samedi avec une belle troisième place du saut. Alors, c'était des sauts très serrés, donc ils sont partis d'une sorte de groupe. Et puis, huitième dimanche, là, était un peu en retrait après le saut et a bien gardé. Elle a même gagné une position sur les skis de fond. On a vraiment eu des belles compétitions à Hautepé là, pour finir cette phase. Des compétitions avec des groupes. Alors, Ida Marie Hagen, voilà, est toujours aussi forte sur les skis de fond, mais derrière, on a quand même eu du suspense dans les groupes, notamment samedi et dimanche. Et ça permettait d'avoir des courses bien relevées. On a par exemple Denis Novak aussi qui a pu montrer sortir son épingle du jeu en faisant tout simplement ses trois meilleures perfs de la saison, sixième, quatrième, cinquième. Au classement général de la Coupe du Monde, donc en tête, Ida Marie Hagen, je l'ai déjà dit, 120 points devant Guida Vesvolansen. Marie-Lena Nanoun est à 286 points. Alors on peut peser toute l'importance de la disqualification qu'elle a eue à Zefeld le dernier jour. Euh, Haruka Kasai, quatrième, à Nathalie Armbruster, cinquième. Et Lena Brocard est huitième à 21 points de Lisa Hirner. Donc ça peut être un peu le suspense de la fin de saison. Elles ont un niveau assez proche. D'aller chercher cette septième place, c'est tout à fait possible. La neuvième juste derrière, Maria Gerbot, semble quand même moins fort que Lena. Donc objectif, regarder devant et peut-être aller chercher cette septième place sur les deux dernières épreuves. Alors là, on va pas parler de combiné féminin pendant 4 semaines complètes. Les hommes, ça sera, on l'a dit tout à l'heure, ça sera dans 3 semaines. Là, les femmes, il faudra attendre 4 semaines pour une seule épreuve individuelle à Oslo et l'épreuve finale à Trondheim. Donc il ne reste que 2 épreuves en combiné féminin. Là, on a quand même eu 8 épreuves en 2 semaines. Le calendrier qui est un petit peu déséquilibré, mais voilà, c'est comme ça. Donc on fait une petite pause et on se retrouve très bientôt. Sur la semaine écoulée, il y avait aussi les championnats du monde junior à Planitza. Alors ces championnats du monde, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que on a sorti des résumés quotidiens, des TI Express sur chacune des journées. Alors on va pas rentrer dans le détail de chaque journée parce que donc on vous renvoie vers ces épisodes des TI Express. C'est peut-être juste pour tirer un bilan. Alors déjà un bilan français, on peut regarder épreuve par épreuve en combiné nordique. En individuel, la première française c'était Marion Drose-Vincent qui a fini 15e. Chez les jeunes hommes, c'est Lubin Martin qui fait une 14e place. Dans les différents par équipe, on a eu des places d'honneur, pas de podium, mais des belles batailles, hein. Dans le team mixte de Roman Beau, Marion Drose-Vincent, Lubin Martin et Lilian Tréant, c'est une 5e place pour l'équipe de France. Dans le team sprint féminin, Roman Beau et Marion Drose-Vincent, sur les skis, elles ont terminé 5e. Elles ont été disqualifiées suite à une inversion dans l'ordre de départ annoncé par le staff et qui porte pas conséquence sportivement. Elles sont parties l'une à la place de l'autre et pas l'inverse. Mais bon, il y avait des règles de la FIS qui ont été édictées comme ça et elles ont été suivies. Sur le team sprint masculin, c'est une 6e place pour Lubin Martin et Lilian Tréon. En saut spécial, la première féminine, c'est Lilou Zepchi qu'on attendait notamment après le retour des Jeux olympiques de la jeunesse. Elle termine 12e de cette épreuve junior, donc une bonne performance, sachant qu'elle a encore quelques années junior devant elle. Chez les jeunes hommes, le premier français, c'est Julien Guay, qui était à la 3e place à quelques encablures de la manche finale. Les différents par équipe, on a eu une 11e place dans le par équipe féminin de Mathilde Baconnier, Marie-Thomas Couturo, Anaël Paris et Lilou Zepchi. Et dans le par équipe masculin, c'est une 10e place qui a concerné Julien Guay, Faustin Moreau, Harry Répélin et le plus jeune des quatre, Sébastien Woodbridge. Le par équipe mixte était encore plus proche de la manche finale avec une 9e place, plus très loin de rentrer dans les 8 pour Mathilde Baconnier, Julien Guay, Harry Répélin et Liliou Zepchi. Il faut savoir que là, les équipes de France étaient quand même euh, plutôt très jeunes, notamment en combiné nordique, là où il reste quand même au moins 2 années de junior. Par exemple, à Lubin Martin, Roman Beau, Marion Drose, Vincent. Donc il y a encore de belles
de beaux championnats et de belles choses à aller gagner en combiné nordique. Ça se gagne avec des jeunes qui fréquentent déjà la Coupe du Monde, la Tristan Sommerfeld, Paul Walcher, Minja Koronen chez les femmes, Alexa Brabec. Donc c'est un peu normal qu'en ayant 2 ans d'écart, là, c'est le combiné nordique, c'est un sport aussi avec de l'endurance, avec du ski de fond, et donc c'est normal que les années se font sentir. En saut spécial, là, c'est un peu différent parce que on a eu des très jeunes vainqueurs des épreuves individuelles. Stefan Embarer, il est de 2006, donc il a encore 2 bonnes années juniors devant lui. Et on voit déjà performer en Coupe du Monde. Et bon, tous ceux qui suivent le saut ont vu monter ce jeune homme d'OPA, puis de FIS, puis de COC. À chaque fois, il a gagné largement. Et donc, c'était lui le grand favori. Il a été à la hauteur des attentes faites sur lui. Derrière Embarer, c'est Eric Belchaud, qui est donc un États-Unien, qui vient faire deuxième. Et Eric Belchaud, on le voit sur le circuit de la Coupe du Monde depuis 2, 3 saisons. Donc, c'est un junior pourtant. Et c'est la première médaille individuelle des États-Unis en saut spécial aux Jeux, au championnat du monde junior. Et la troisième place par une autre grosse nation du saut, Adrian Tittles. Alors, c'est un jeune qui est pas trop une surprise non plus, qu'on voit très fort dans les catégories jeunes. Il a eu un début de saison compliqué, mais c'est pas une énorme surprise de le voir à cette troisième place. Chez les jeunes femmes, bon là c'est la comète du moment, Tina Herzar qui a remporté le titre junior. Alors elle est encore plus jeune, elle est de 2008. Ça veut dire qu'elle a encore potentiellement 4 championnats du monde junior devant elle. Hem, Pareil, un peu à la Stefan Embarer, elle a franchi vitesse grand V toutes les étapes. Elle gagne ses premières OPA à l'automne à Kandersteg. Elle a été encore vainqueur en OPA à Seefeld. Elle a été inscrite sur les COC du début d'hiver. Elle a été en gagner une à Falun de tête. Elle a fait podium à Innsbruck. Elle a été inscrite en Coupe du Monde. Elle a marqué des points à Lugno. Et donc, elle prend le titre devant, là, pour le coup, Julia Mühlbarer, qui est une habituée de la Coupe du Monde et très, très largement des top 30 en Coupe du Monde, voire même plutôt des top 20. Et une autre jeune Slovène, Taya Bodlaj, qui est de 2006. Donc, elle paraîtrait presque vieille à côté de Tina Herzar, alors que elle est jeune. On notera que la leader de la Coupe du Monde, Nika Preutz, aurait pu être présente à ces championnats du monde junior. Ça donne une idée de la densité slovène dans les catégories jeunes. Au final, au classement des médailles, on retrouve en saut spécial justement la Slovénie qui a aussi pris le titre féminin avec une avance gigantesque sur la deuxième équipe. Et l'Autriche, donc avec le titre d'Embarer, le titre des jeunes Autrichiens au par équipe sans aucune surprise. Et là, dans un duel phénoménal entre Autriche et Slovénie, c'est l'Autriche qui a gagné le team mixte. C'était vraiment une épreuve très très intéressante parce que voilà, Slovénie plutôt un penchant vers les très fortes jeunes femmes. L'Autriche avec plutôt des très forts jeunes hommes, plus Julia Mühlbarer. Et ça s'est un peu joué sur le point faible de chaque équipe. Un homme en Slovénie et une femme en Autriche. Et finalement, c'est l'Autriche qui a pris le titre. Et donc au tableau des médailles, 3 titres autrichiens, 2 titres slovènes, les Allemands qui prennent 4 médailles mais pas de titres, les États-Unis avec Eric Belchaud, une médaille par équipe pour le Japon et féminine, et une médaille par équipe masculine pour la Pologne. En combiné nordique, on retrouve l'Allemagne devant avec 2 titres, l'Autriche qui gagne le titre masculin individuel. Les Allemands ont plutôt gagné les relais. Et donc, c'est chez les jeunes femmes, c'est Minja Koronen qui a gagné, donc celle qui a gagné aussi les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est elle qui a fait un podium en Coupe du Monde, donc ça place son niveau. On notera aussi chez les jeunes femmes que Nathalie Armbruster aurait pu être là, vu son âge. Elle a choisi de ne pas venir. Elle a toujours pas de titre mondial, hein. L'année dernière, c'était Annika Sieff qui avait gagné. On verra si elle vient les prochaines années. Là, elle avait peut-être une occasion d'aller prendre un titre cette saison, parce que elle ne joue plus le titre en Coupe du Monde, même le podium, alors qu'on peut lui espérer qu'elle sera dans la course l'année prochaine pour le Globe. Cette année, elle l'est pas parce qu'elle a fait un début de saison un peu plus compliqué. C'était peut-être la bonne année pour en faire un pas de côté en Coupe du Monde et d'aller garnir son palmarès. Donc on n'est pas dans sa tête ni dans celle du staff, mais en tout cas celle qui était présente, c'est Minja Koronen. Elle a pris le titre devant Alexa Brabec
euh, l'états-unienne. Et donc, on a un titre aussi par équipe pour le Japon, ainsi qu'une autre médaille. Vous direz, mais où est la Norvège dans tout ce bilan? Eh ben, aucune médaille en saut spécial masculin et féminin d'ailleurs. Et 3 médailles de bronze avec un fameux en individuel chez les hommes et puis dans des par équipes. Ça fait un bilan assez pauvre hein, quand même pour un pays comme la Norvège. Vous pouvez retrouver aussi ces tableaux bilan sur nos réseaux sociaux. Sur les championnats du monde junior, on attend la destination exacte de l'année prochaine. Il se murmure que ça pourrait être au Japon. Euh, Dommage pour ceux qui voudraient y aller, à moins que ça fasse une destination vacances. En tout cas, on va attendre l'annonce officielle. Et tous les jeunes hommes et jeunes femmes vont continuer rapidement sur les circuits OPA, donc qui s'appelle FESA maintenant, ou les circuits COC. Le programme du week-end à venir va être très chargé. Voilà, c'est la fin de cet épisode, encore une fois bien complet. Le week-end prochain, il y aura moins de choses à débriefer côté Coupe du Monde. Il y aura que le saut homme, donc ça va être un épisode certainement moins dense, mais qu'on aura plaisir à vous faire après avoir vécu le week-end de Sapporo. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.